Ma sœur m'a enfermé dans une voiture du désert, a fait exploser la chaleur, maman m'a dit, arrête d'être dramatique, jusqu'à ce que les brûlures. Bonjour, je suis Béatatrice. Il me disait que j'étais trop sensible, que j'exagérais les choses. Mais lorsque ma sœur m'a enfermé dans la voiture familiale et a mis le chauffage à fond, puis s'est éloignée comme si de rien n'était, j'ai supplié. J'ai crié à travers la vitre jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Quand ma mère m'a trouvé, elle ne s'est pas précipitée pour m'aider. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, arrête de faire ta comédie. Ce n'était pas la première fois qu'ils ignoraient ma douleur, mais c'était la première fois que la brûlure parlait plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Alors, je me demande, combien de fois une famille peut-elle réécrire la vérité avant que quelqu'un ne décide de brûler le script? Et si vous étiez ce quelqu'un, que feriez-vous? C'était juste un jeudi matin comme les autres, mais on ne l'aurait pas deviné à la façon dont ma mère s'agitait dans la cuisine comme si elle organisait un brunch à la Maison Blanche. Les œufs étaient trop cuits, le pain grillé brûlé d'un côté, et le café était léger. Mais on aurait dit qu'elle dressait une assiette pour Martha Stewart. Calista rentre à la maison ce week-end, chantonnait-elle comme une cloche d'église. Nous devrions mettre des fleurs fraîches dans le couloir. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'étais jusqu'au coude dans le liquide vaisselle, à récurer les lasagnes de la veille d'un plat à four que Calista avait insisté pour que nous jetions simplement dans l'évier avant son départ. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge au-dessus du micro-ondes. 6h42 du matin. Je ne m'étais même pas encore brossé les dents. Elle a dit qu'elle pourrait avoir un entretien de prévu avec une agence de relations publiques à San Diego, a-t-elle continué. N'est-ce pas incroyable? Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Super, ai-je murmuré, ma voix perdue sous le bruit du robinet. Ma mère ne m'a pas entendu. Ou peut-être que si et qu'elle a choisi de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, elle s'est détournée en fredonnant un vieil air comme si la journée s'était déjà parfaitement déroulée. Quand Calista est entrée dans la cuisine 30 minutes plus tard, les cheveux fraîchement bruchés et un haut court trop petit pour l'hiver, l'atmosphère a changé. Ma mère est passée de chef cuisinière à présidente de fan club. La voilà, a rayonné maman. Tu es resplendissante, a souri Calista comme si elle le savait. Elle l'a toujours su. Je ne me suis même pas encore lavé le visage. J'aimerais avoir ta peau, a répondu maman, puis elle s'est tournée vers moi, en m'évitant à peine du regard. B, ça te dérangerait de plier les serviettes à l'étage. Après avoir fini de nettoyer ici, ai-je dit sans sarcasme. Cela n'avait pas d'importance. À ce moment-là, elle s'éloignait déjà, le bras enlacé à celui de Calista comme si elles étaient des sœurs de sororité au lieu d'une mère et sa fille. Je me suis séché les mains sur une serviette en papier, fixant l'évier plein de bulles de savon qui avaient commencé à s'estomper. Cela ressemblait à une métaphore que je n'avais pas l'énergie de terminer. Plus tard cet après-midi-là, Verina a invité Madame Henley, la voisine, à prendre le thé. Je me suis assise au comptoir de la cuisine en faisant semblant de faire défiler mon téléphone pendant qu'elle bavardait sur la réussite scolaire de Calista, sa future carrière, sa garde-robe parfaite, son petit ami encore plus parfait. Elle a toujours été si naturelle, s'est extasiée maman. Depuis qu'elle est bébé, vraiment, a acquiescé Madame Henley. C'est rare de voir une jeune femme avec une telle direction. J'ai levé les yeux, essayant d'interjecter quelque chose. N'importe quoi. Elle a laissé la porte du garage ouverte la nuit dernière, ai-je dit. Verona m'a lancé un regard comme si je venais de crier une grossièreté. Béatatrice, ce n'est pas nécessaire. Je dis juste, elle. Nous n'avons pas besoin d'étaler des plaintes futiles, m'a-t-elle coupé, souriant à nouveau à Madame Henley comme si je n'avais même pas parlé. Les frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Pas seulement entendu, mais senti. Je n'étais pas réel pour elle, sauf si j'étais un problème. Calista est entrée à ce moment-là, tenant un sac de plats à emporter qu'elle n'avait pas l'intention de partager. J'ai laissé le garage ouvert, a-t-elle demandé, à moitié en riant. Je disais juste, ai-je commencé. Je veux dire, ce n'est pas comme si nous vivions dans une zone de guerre, a-t-elle dit. Détends-toi, Bi. Madame Henley a ri avec elle. Verona a changé de sujet avant que je puisse répondre. Le reste de la journée s'est écoulé dans un brouillard de tâches machinales et de regards évités. J'ai rempli le lave-vaisselle. J'ai passé l'aspirateur sur le tapis qui n'avait pas l'air sale. J'ai aidé mon père, Gareth, à remplacer une ampoule du Porsche parce qu'il ne voulait pas monter lui-même à l'échelle. Merci, ma grande, a-t-il dit, me tendant un soda après.
Tu es doué pour ce genre de choses. J'ai voulu lui dire que, ce genre de choses, était la seule raison pour laquelle on remarquait même mon existence, mais je ne l'ai pas fait. Gareth ne prenait jamais parti. C'était son truc. Neutre jusqu'à ce que le toit s'effondre. C'était presque le coucher du soleil quand Verona a appelé depuis le porche, « Béatrice, aide ta sœur avec les courses. » Je me suis précipité dehors, avide d'une chance de contribuer à quelque chose de visible. Calista se tenait près de sa voiture, les bras croisés. « Tu en as mis du temps » a-t-elle marmonné, me jetant 2 sacs de courses clairement trop remplis. Alors que j'essayais de les équilibrer, le papier s'est déchiré et des boîtes de conserve se sont renversées sur l'allée. « Mon Dieu » siffla Verona depuis le porche. « Peux-tu juste arrêter de faire ta comédie pour une fois ?» Voilà, un couteau en plein dans les côtes, mais aiguisé par des années de répétition. J'ai ramassé les boîtes en silence, les joues en feu. Calista a enjambé l'une d'elles et est rentrée à l'intérieur d'un pas nonchalant. Cette nuit-là, je n'ai pas pris la peine d'allumer la lampe dans ma chambre. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon journal, les pages déjà à moitié remplies de choses que je ne dirai jamais à voix haute. J'ai essayé d'écrire quelque chose de poétique, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'était la vérité, il ne me voit pas. Je pourrais disparaître et il la remercierait pour le silence. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que ça faisait mal depuis si longtemps que j'avais appris à vivre avec. Le lendemain matin est arrivé comme tous les autres. Je mettais la table quand j'ai entendu le téléphone de Calista vibrer sur le comptoir de la cuisine. Elle était à l'étage, probablement en train de recourber ses cils. L'écran s'est allumé avec un aperçu de message, elle croit encore qu'elle peut m'éclipser. Mignon. Quelque chose de froid m'a parcouru. Pas de la peur, exactement, mais le genre de froid qui vous dit que vous en avez assez d'être dupé. J'ai levé les yeux. Elle descendait les escaliers, souriante. Ce sourire, il n'était plus réel. Ce n'était pas juste de la rivalité fraternelle. C'était la guerre. Je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste resté assise là, les mains serrées sur mes genoux, à regarder la condensation se former sur le pare-brise. L'air à l'intérieur du VUS était vicié, portant des traces de soda renversé et d'emballage de restauration rapide fourré dans le panneau latéral. J'ai imaginé les gros titres, adolescentes retrouvées dans la voiture familiale, oubliées à nouveau. Peut-être qu'il mentionnerait mon nom dans le 2e paragraphe. Peut-être pas. Le silence était suffocant mais familier. Trop familier. Finalement, le froid m'a poussé à bouger. Je suis sorti de la voiture, j'ai fermé doucement la portière et je suis retourné à la maison comme un fantôme auquel personne ne croyait. À l'étage, j'ai entendu Calista rire au téléphone. Ce même rire que j'avais l'habitude d'imiter quand nous étions petites, avant d'apprendre qu'il était utilisé comme une arme. Je suis passé devant sa chambre. La porte était entr'ouverte, assez pour l'entendre dire « Elle est toujours en colère pour l'écharpe. » Jean, passe à autre chose. C'est un bout de tissu. Et voilà. Mon anniversaire était passé 2 semaines plus tôt. Pas de gâteau, pas de bougie, personne n'a rien dit, pas même un rapide « Joyeux anniversaire » sur le tableau blanc du réfrigérateur. Je ne m'attendais pas à une fête. J'avais cessé d'espérer cela des années auparavant. Mais j'avais économisé pour une chose, une écharpe en soie pour maman, couleur crème avec des bords brodés. Je l'avais emballée avec soin, une note glissée à l'intérieur, « Merci de nous garder toujours unis. » Avec amour, Bi. Elle ne l'a jamais ouverte. Ce week-end-là, Calista est rentrée pour une brève visite. Le dimanche matin, je suis entré dans la cuisine et là, mon écharpe était drapée sur les épaules de maman. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit en rayonnant vers Calista. « C'est si élégant. Tu sais toujours exactement ce que j'aime. » Je me suis figé. Calista a juste souri et a dit « Seulement le meilleur pour la meilleure. » Elle ne l'avait même pas déballée. La note avait disparu. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé la carte que j'avais écrite, froissée sous l'évier à côté d'un reçu de course. Pas déchiré, pas taché, juste ignoré. Ce n'était pas qu'ils avaient oublié. C'était qu'ils avaient choisi de ne pas me voir. Cette prise de conscience m'a frappé à nouveau la semaine suivante, lors de la semaine de dépistage de santé à l'école. J'ai remis mon formulaire de consentement à l'infirmière comme tout le monde, mais elle m'a arrêté avec un sourcil levé. « Vous n'êtes pas sur la liste des assurés actifs » a-t-elle dit en feuilletant un classeur. « Vous êtes sûr que c'est votre police ?»
J'ai froncé les sourcils. C'est celle que j'ai toujours eue. Mes parents n'ont rien dit à propos de changement. Elle a secoué la tête. Vous devrez leur demander de vérifier la couverture. Nous ne pouvons pas vous prendre en charge avant. Cet après-midi-là, j'ai interrogé maman à ce sujet pendant qu'elle triait le courrier à la table de la cuisine. Oh, a-t-elle dit en levant à peine les yeux. Nous avons dû changer de fournisseur. Le plan familial n'avait plus de sens. Tu as presque 17 ans. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'une couverture pédiatrique. D'accord, mais je vais toujours à l'école. J'ai besoin de bilan de santé. Et si je tombe malade? Elle a haussé les épaules. Eh bien, tu n'es pas un bébé. Il est temps que tu apprennes comment les choses fonctionnent. Ce n'était pas une conversation. C'était une transaction que j'avais déjà perdue. Ce soir-là, nous avons dîné comme si de rien n'était. Poulet rôti, brocoli trop cuit à la vapeur, et un toast. Bien sûr, pour l'apparition de Calista sur la liste du doyen. À Cali, a dit Verena en levant son verre de vin. Celle qui continue de placer la barre plus haut. J'ai levé mon verre aussi, surtout pour ne pas avoir à parler. Je suppose qu'il faudra mettre à jour l'assurance à nouveau, a ajouté Gareth en coupant son poulet, puisqu'elle est couverte par l'université maintenant. Ils ont tous hoché la tête, souri, continué. Je suis resté là, clignant des yeux devant mon assiette. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Après le dîner, je suis resté pour débarrasser la table pendant que tout le monde migrait vers le salon pour regarder une émission sur laquelle Calista insistait. Quand la dernière fourchette a cliqueté dans le lave-vaisselle, je me suis dirigé vers le garage. Je n'avais pas de plan. J'avais juste besoin de silence. Je me suis à nouveau glissé dans le VUS, j'ai fermé doucement la porte derrière moi et je me suis adossé au siège. L'air à l'intérieur était plus froid maintenant, lourd des résidus de la journée. J'ai regardé mon souffle embuer la vitre. Et j'ai pensé, si je disparaissais ici, maintenant, est-ce que quelqu'un le remarquerait avant que le moteur ne refroidisse? Mettrait-il l'émission sur pause? M'enverrait-il un texto pour que j'aille chercher plus de lait? Continuerait-il comme ils l'ont toujours fait, avec Calista au centre, gravitant autour de sa lumière comme si nous n'avions aucune force gravitationnelle propre? Je n'ai pas pleuré, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que la douleur était si familière qu'elle ne méritait plus de larmes. Cette nuit-là, bien après que la maison se soit tue, je n'ai pas pu dormir. Alors, je suis retourné à mon journal, celui que je gardais caché dans une boîte à chaussures sous mon lit. Ils pensent que le silence est la paix. Ils pensent que l'oubli est le pardon. Ils pensent que m'ignorer est une gentillesse parce qu'ils ne crient pas, mais le silence peut tuer aussi. Parfois plus lentement, parfois plus profondément, mais il coupe quand même. À l'école le lendemain, en attendant devant le bureau de l'infirmière pour régler mon problème d'assurance, j'ai surpris une conversation entre deux élèves à proximité. Elle a donné cette écharpe à sa mère et la sœur s'en est attribué le mérite. Un vrai comportement de peste. J'ai brusquement levé la tête. L'un d'eux a croisé mon regard, puis a rapidement détourné les yeux. Les gens regardaient. Ils commençaient à voir. Mais ce n'était pas de la validation que je voulais. Je voulais de la reconnaissance. Je voulais la vérité, celle qui ne pouvait pas être balayée sous le tapis ou murmurée dans des versions révisées des événements. Quand je suis rentré cet après-midi-là, la maison était silencieuse. J'ai monté les escaliers, suis passé devant la chambre de Calista. Sa porte était ouverte. Elle était allongée sur le ventre, en train d'envoyer des textos. Son téléphone a de nouveau vibré, l'écran s'est allumé. J'ai aperçu en passant, ne t'inquiète pas, elle s'en remettra. Elle le fait toujours. J'ai continué à marcher, mais je ne me suis pas dirigé vers ma chambre. Je suis retourné au garage, retourné au VUS. Cette fois, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je fixais l'infirmière derrière le comptoir, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Sa voix était posée, professionnelle, pas méchante, mais les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans les côtes. Vous n'avez pas de dossier dans le système. Êtes-vous sûr que vous êtes toujours inscrite sous cette famille? L'air dans le bureau de l'infirmière est soudainement devenu épais. L'horloge murale bon marché derrière moi faisait tic-tac, bruyante et indifférente. J'ai forcé un sourire. Je vais vérifier avec eux. C'est peut-être une erreur informatique. Elle a hoché la tête, se tournant déjà vers son prochain dossier. Ça arrive parfois. Faites-moi savoir quand vous aurez trouvé.
Je suis sorti du bureau comme si je portais quelque chose de fragile sur mon dos. Comme si un faux mouvement pouvait me briser en deux. Le couloir bourdonnait du bruit habituel de l'entrecour, des rires, des claquements de casier, des bruits de pas sur le carrelage. Mais tout semblait assourdi, comme si je regardais tout à travers une vitre. Je ne suis pas retourné en classe. J'avais besoin d'air. J'ai erré derrière le bâtiment de l'école, j'ai trouvé un banc tranquille près du parking du personnel, et je me suis assise. C'est là que le souvenir est revenu. Pas lentement, mais d'un seul coup, comme une digue qui se rompt. J'avais 6 ans. Nous étions devant l'église Sainte-Marie. C'était le dimanche de Pâques. Je me souviens de la robe à fleurs que maman m'avait fait porter, qui grattait et était rigide, avec un ruban que je ne pouvais pas défaire seul. Nous étions en retard, et Calista avait oublié ses gants. J'en ai pour 1 minute, a dit maman en verrouillant les portières de la voiture, me laissant sur la banquette arrière. Ne salis pas ta robe. Les fenêtres étaient entr'ouvertes. Pas assez. Je me souviens avoir balancé mes jambes, puis les avoir repliées sous moi. Le soleil était chaud, puis brûlant, puis trop. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital, une intraveineuse dans le bras, une pince à oxygène au doigt. Je ne pouvais pas respirer correctement. Ma peau me démangeait comme si elle essayait de s'enfuir. Verona se tenait au-dessus de moi, écartant ma frange de mon visage. Elle a dû manger quelque chose de mauvais, a-t-elle dit à l'infirmière. Elle avait mal au ventre toute la matinée. L'infirmière a hoché la tête, a pris une note. Je n'ai pas trouvé la force de parler. Jusqu'à ce moment, je n'avais jamais remis cette histoire en question. Mais maintenant, assise à l'ombre d'un bâtiment scolaire, je pouvais à nouveau sentir la chaleur. Oppressante, étouffante, s'infiltrant dans chaque cellule de ma mémoire. Ce n'était pas la nourriture. C'était la chaleur. Encore. Ils avaient couvert ça à l'époque aussi. Je n'ai pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce que quelqu'un appelle mon nom. Béatatrice ? C'était Ava, une fille de ma classe d'anglais. Elle avait l'air inquiète. Ça va ? J'ai hoché la tête rapidement. Oui, juste fatiguée. Elle a hésité. Et, ce n'était pas ton anniversaire il y a quelques semaines ? J'ai cligné des yeux. Si. J'ai entendu quelque chose à propos de l'écharpe, a-t-elle dit prudemment. Que ta sœur s'en ait attribué le mérite. Je veux dire, sans vouloir être indiscrète, mais les gens ont remarqué. Je ne savais pas quoi dire. C'était étrange, ce minuscule fil de validation. Je ne me mêle pas des affaires de famille, a-t-elle ajouté, sur la défensive maintenant. Mais Calista a dit que tu étais toujours un peu dramatique. Ce mot encore. Elle a dit aux gens que j'inventais des choses, ai-je dit, pas à elle, mais peut-être au ciel. Même quand nous étions petites. Ava s'est sentie mal à l'aise. Je veux dire, oui, je suppose qu'elle dit ça depuis longtemps. Voilà. La vérité se tenait entre nous, plus lourde que sa sympathie, plus froide que son hésitation. Calista ne se contentait pas de prendre mes affaires, elle prenait mon histoire. Elle s'est construit une réputation sur la mienne. La sienne, brillante et polie. La mienne, instable et fissurée. Plus tard cet après-midi-là, je suis rentré chez moi et j'ai essayé de me concentrer sur mes devoirs, mais mon esprit n'arrêtait pas de dériver, creusant plus profondément dans le passé comme s'il cherchait des mines enfouies. Je me suis souvenu de la glace. J'avais 9 ans. C'était l'été. Nous étions à un barbecue dans le jardin d'un ami. Je venais d'avoir une boule de menthe chocolat, ma préférée. Je me suis retourné trop vite, j'ai bousculé Calista, et le cornet est tombé par terre. Elle l'a fait tomber elle-même, a dit Calista instantanément, assez fort pour que tout le monde entende. Elle est toujours si maladroite. Verona ne m'a même pas regardé. Honnêtement, Béatatrice, a-t-elle soupiré. C'est pour ça que tu as toujours besoin d'attention. Ce n'était rien alors, un moment, un haussement d'épaule. Mais maintenant, cela ne semblait pas petit. Cela ressemblait à un échafaudage. Ils avaient construit une réalité autour du fait de me donner tort. Chaque faux pas, chaque larme, chaque tentative de m'expliquer avait été une autre brique dans le récit. Béatatrice est le problème. Calista est le prix. Quand Gareth est rentré du travail ce soir-là, je lui ai demandé directement, est-ce que j'ai déjà eu une insolation quand j'étais petite ? Il a levé les yeux de son téléphone. Quoi ? Quand j'avais 6 ans,
ai-je continué. Pâques, devant l'église. Est-ce que je suis tombé malade? Il a froncé les sourcils, pensif. Je crois que tu as eu une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça, non? Ta mère a dit que tu avais vomi dans la voiture. Je l'ai fixé. Non. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital avec une intraveineuse. Il a secoué la tête lentement, comme pour chasser un brouillard. Tu es sûr? C'était il y a longtemps. Papa, pourquoi j'inventerais ça? Il a détourné le regard, mal à l'aise. Je ne dis pas que tu mens. C'est juste que, eh bien, ta mère s'en souvient différemment. Voilà encore. Je ne mentais pas. Je n'avais juste pas le bon narrateur. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais de retour dans la voiture. La lumière du soleil se déversant par les fenêtres, la sueur s'accumulant sous mes genoux, ma voix se brisant alors que je criais pour que quelqu'un, n'importe qui, ouvre la porte. Quand je me suis réveillé, mon oreiller était humide, mais mon visage était sec. Je me suis levé, douché, habillé, et quand je suis arrivé à l'école, je suis allé directement au bureau de l'infirmière. J'ai besoin d'une copie de mon dossier de vaccination, ai-je dit. L'employée, une femme nommée Hélène avec une épaisse paire de lunettes et un sourire aimable, a tapoté sur son clavier, les sourcils froncés. Ma chérie, il n'y a aucun dossier pour toi. Pas sous le nom de Béatatrice Crawford. Es-tu sûre d'être toujours inscrite sous cette famille? Je n'ai pas répondu tout de suite, car à ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas été, sous cette famille, depuis longtemps. Les mots se sont installés entre nous comme une question faite de briques. Vous sentez-vous en sécurité à la maison? Le docteur Isa l'avait demandé doucement, presque gentiment, comme si elle craignait que je ne me brise rien qu'au son de la question. Je ne lui ai pas répondu, pas tout de suite. Mes yeux sont tombés sur le presse-papier dans ses mains, et pendant une seconde, j'ai voulu dire oui. Ça aurait été plus facile, plus net, plus familier. Mais mentir n'avait fait que m'enterrer plus profondément. Alors j'ai dit, pas vraiment. Elle a hoché la tête une fois, sans surprise, et a écrit quelque chose. Ce soir-là, le silence dans la maison semblait plus délibéré que d'habitude. Même les lattes du plancher semblaient savoir qu'il ne fallait pas grincer. J'ai hésité un instant dans le couloir, observant mon reflet dans le miroir du couloir. Mêmes cheveux, mêmes yeux, même expression vide que j'avais perfectionnée au fil des ans. Le dîner était déjà sur la table quand je suis entré dans la cuisine. Verona se tenait près de la cuisinière, servant de la purée de pommes de terre dans son assiette comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Gareth lisait quelque chose sur son téléphone, ses lunettes basses sur son nez. Calista était assise en bout de table, comme toujours, son téléphone incliné juste assez pour capter son meilleur angle sous la lumière de la salle à manger. Je me suis assise, j'ai attendu un moment, puis j'ai dit avec précaution, « j'ai besoin de vous parler à tous les deux. » Ils n'ont pas levé les yeux. J'ai découvert à l'école que je ne suis plus sur l'assurance familiale. Cela a attiré leur attention, à peine. Verina a jeté un coup d'œil. « De quoi parles-tu? » L'infirmière de l'école n'a pas pu trouver mes dossiers, ai-je dit. Je n'étais listé sur aucune police active. La main de Verona n'a pas cessé de bouger. Elle a attrapé la salière. C'est probablement un bug du système. Ne réagis pas de manière excessive. Réagir de manière excessive? Bien sûr. J'ai parlé à l'infirmière 2 fois. Elle a dit que je ne suis pas couverte. M'avez-vous retiré? Verona a haussé légèrement les épaules. Béatatrice, nous avons dû ajuster certaines choses. Tu es presque adulte. Ce n'est pas comme si tu tombais malade. Gareth s'est éclairci la gorge comme s'il allait ajouter quelque chose, mais il s'est ravisé et a recommencé à mâcher. Et vous n'avez pas pensé que j'avais besoin de le savoir? Je ne pensais pas que tu le remarquerais, a-t-elle dit, d'un ton neutre. Ce n'est pas comme si tu participais aux discussions de planification familiale. Calista a gloussé à voix basse. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé, mais pas comme avant. Pas de larmes, pas de voix qui s'élève, juste un changement, un repli silencieux sur moi-même, comme si je fermais la dernière boîte dans une maison où je savais que je ne reviendrais jamais. 2 jours ont passé. Pas d'excuses, pas d'explications. Puis est venue la sortie au centre commercial. Nous étions censés faire des achats pour les fournitures scolaires. Calista était en charge, apparemment. Nous nous sommes disputés près de la caisse parce qu'elle avait oublié la liste et refusé d'appeler maman.
Sur le chemin du retour à la voiture, elle a dit, « Tu as une mauvaise attitude. Tu dois te calmer. » Je n'ai même pas répondu. Elle a démarré la voiture, a laissé le moteur tourner, et au moment où j'ai bouclé ma ceinture, elle est sortie. « Je reviens », a-t-elle dit. « Reste là. » Elle a mis le chauffage à fond avant de claquer la portière. La serrure a cliqué. J'ai attendu et attendu. Les minutes sont devenues épaisses, irrespirables. J'ai martelé la vitre, j'ai crié son nom. Ma vision s'est brouillée. J'ai goûté du métal. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant que quelqu'un n'ouvre la porte. Ce n'était pas Calista. C'était Verona. Elle avait l'air irritée. « Pour l'amour de Dieu, Béatatrice, a-t-elle lancé. Tu n'es pas resté si longtemps que ça là-dedans. » Je ne pouvais pas parler. Mes lèvres étaient gercées, la sueur collait à la naissance de mes cheveux. Je lui ai dit de rester, a dit Calista derrière elle, complètement imperturbable. Elle a dit qu'elle avait besoin de se calmer, alors je lui ai laissé de l'espace. Verona a esquissé un sourire crispé, comme si tout cela n'était qu'un malentendu amusant. Ils en ont fait une blague. Encore. À la clinique, ma température était plus élevée que la normale. Mes bras étaient rouges, la peau sèche et irritée. L'infirmière a appliqué une compresse froide. Puis le docteur Isa est entré. Ses yeux m'ont parcouru rapidement, puis se sont posés sur mon visage. Combien de temps est-elle restée dans la voiture? Verona a répondu avant que je puisse ouvrir la bouche. Peut-être 5 minutes. Elle a des épisodes dramatiques ces derniers temps. Le docteur Isa n'a pas hoché la tête. Elle n'a pas écrit tout de suite. Elle a juste regardé Verona pendant une longue seconde, puis est revenue à moi. Puis-je parler à Béatrix seule? Verona a hésité. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, C'est la procédure standard, a dit fermement le docteur Isa. Juste quelques questions. Verona est partie avec un sourire forcé. Calista a suivi, toujours en faisant défiler son téléphone. Quand la porte s'est fermée, le docteur Isa a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi. Béatatrice, a-t-elle dit doucement. Combien de temps es-tu resté dans cette voiture? J'ai dégluti. Je ne sais pas. Peut-être une demi-heure, peut-être plus. Elle a hoché la tête. C'est cohérent avec ce que nous observons. Je dois remplir un rapport d'incident. D'accord? Cela ne veut pas dire que quoi que ce soit est décidé pour l'instant. Cela signifie simplement que nous documentons. J'ai hoché la tête. Elle a fait une pause, puis a demandé, « Vous sentez-vous en sécurité à la maison ?» Et pour la deuxième fois en moins d'une semaine, j'ai entendu cette question à nouveau. Seulement cette fois, la réponse est venue plus facilement. Non. Elle a de nouveau hoché la tête, ne l'a pas écrit, mais je pouvais dire qu'elle se souviendrait de chaque mot. Nous avons terminé l'examen. J'ai été autorisé à partir. Devant le bureau, Verona tapait du talon contre le sol comme si je l'avais mise en retard pour quelque chose d'important. Plus de comédie, d'accord, a-t-elle dit, comme si cela pouvait annuler la dernière heure. Sur le chemin du retour, personne n'a parlé. La voiture était silencieuse, à l'exception du léger bruit du chewing-gum de Calista qui claquait en rythme. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, je n'ai pas attendu. Je suis sorti et je suis allé directement dans ma chambre. Je n'ai pas pleuré. Pas même quand j'ai regardé les plaques rouges sur ma peau dans le miroir. J'ai juste regardé. Elles étaient là, visibles, réelles, et peut-être pour une fois, indéniables. J'ai quitté la clinique en me sentant à la fois vide et plus lourde. C'est une chose étrange quand quelqu'un vous entend enfin, et encore plus étrange quand cette personne vous croit. Et pourtant, cela n'apporte pas un soulagement immédiat. Cela vous rappelle seulement depuis combien de temps vous criez dans le vide. Ce soir-là, je ne les ai pas rejoints pour le dîner. J'ai dit que j'avais des devoirs, ce qui n'était pas un mensonge, mais pas non plus toute la vérité. J'avais besoin d'espace. Pas le genre d'espace qu'ils prétendent vous donner, mais un véritable espace. Celui qui vous permet de respirer sans remettre en question chaque inspiration. Vers 21h, alors que le lave-vaisselle bourdonnait et que les informations du soir passaient doucement dans le salon, j'ai entendu Verina au téléphone. Sa voix était tranchante, impatiente. Je pense que la clinique en fait tout un plat. C'était à peine 20 minutes. Tu sais comment est Béatatrice, toujours émotive.
Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas entrer en trombe et crier, c'était 43 minutes. Mais je suis restée silencieuse. Pour l'instant. Le lendemain matin, j'ai été appelée au bureau de l'école pendant la 2e heure. La réceptionniste m'a tendu le téléphone. C'est le docteur Isa, a-t-elle dit. C'est important. J'ai pris le combiné avec des mains légèrement tremblantes. Béa, a-t-elle dit, calme mais ferme. Je voulais vous informer que nous avons reçu les images. Le service de sécurité du centre commercial a récupéré la caméra du parking. Votre sœur vous a laissé dans la voiture. Chauffage allumé. 43 minutes. Voilà. La vérité, imprimée en horodatage numérique. Je le documente dans le rapport, a-t-elle ajouté. Et j'ai prévenu le conseiller d'orientation de l'école. Juste pour que vous sachiez, vous aurez du soutien. J'ai dégluti difficilement. Merci. Après l'école, au lieu de rentrer directement chez moi, je suis allé à la bibliothèque. J'avais besoin de calme, besoin de réfléchir. Assise à l'une des tables d'angle, j'ai sorti mon carnet, mais au lieu d'écrire, je suis resté à fixer la page. 43 minutes. Pas 5, pas 20, pas un malentendu. Je suis rentré à la maison plus lentement que d'habitude, traînant les pieds sur les trottoirs que j'avais l'habitude de dévaler en courant quand j'étais enfant. La maison était silencieuse quand je suis entré. Les clés de Gareth étaient sur la table, ses bottes de travail près de la porte. Il était rentré tôt. Je l'ai trouvé dans le bureau, à moitié assoupi dans son fauteuil, la télévision diffusant un documentaire sur la nature. Il a sursauté quand je suis entré. « Eh, ma grande » a-t-il dit en se frottant les yeux. « Tout va bien ?» Je n'ai pas répondu à cela. Pas directement. « Puis-je te demander quelque chose ?» Bien sûr. As-tu de vieux papiers d'assurance ou des trucs médicaux de quand j'étais petite? Il a cligné des yeux, surpris. Pourquoi as-tu besoin de ça? Je veux juste vérifier quelque chose. Il a hésité. Ils doivent probablement être dans le classeur de mon placard. J'ai hoché la tête. Ça te dérange si je regarde? Il a haussé les épaules. Serre-toi. Son placard sentait le vieux après-rasage et les blocs de cèdre. J'ai trouvé le classeur enterré sous des pulls et une raquette de tennis oubliée. La plupart des dossiers étaient organisés, mais le tiroir du bas était plus en désordre. Facture, reçu, carte d'anniversaire. C'est là que je l'ai trouvé, une enveloppe jaune, non scellée. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, écrite sur du papier de cahier à lignes. L'écriture était familière. La sienne. Je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait. Béatatrice, je t'ai laissé tomber le jour où je l'ai cru plutôt que toi, et chaque jour depuis. Je l'ai vu, même à l'époque, la façon dont elle tordait les choses, la façon dont ta mère la défendait toujours, mais je n'ai rien dit. Je pensais que le silence était plus sûr que le conflit. Je ne savais pas comment arranger les choses, alors je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Elle n'était pas datée. Elle n'était pas signée. Mais elle était réelle. Je suis resté dans ce placard pendant ce qui m'a semblé une éternité, à lire et relire chaque ligne. Je ne savais pas si cela améliorait ou empirait les choses. Il savait. Il avait toujours su. Et pourtant, il s'asseyait à cette table tous les soirs et les laissait parler par-dessus moi. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai attendu. Le dîner ce soir-là était composé de spaghettis et de tension. Calista faisait défiler son téléphone entre deux bouchées. Verona s'est versé un deuxième verre de vin. Gareth, comme d'habitude, a peu parlé. À mi-repas, je me suis éclairci la gorge. J'ai les images. Verona a levé les yeux, le regard se rétrécissant. Quelles images? Le centre commercial. La voiture. Les 43 minutes. Le médecin le sait. Et maintenant l'école aussi. Alors vous ne pouvez pas mentir pour vous en sortir cette fois. Verona a posé son verre de vin avec plus de force que nécessaire. Tu es allé derrière notre dos et... Non, les jeux coupés. Vous m'avez laissé derrière, et je l'ai prouvé. Calista a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu as l'air ridicule. Vas-y, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Dis à tout le monde que j'invente. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Elle a ri, d'un rire bas et suffisant.
Qui va croire une petite fille amère? Je me suis levé, calme, certaine. Tout le monde. Parce que cette fois, je ne me tairai pas. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je suis sorti de la pièce, chaque pas semblant plus léger que le précédent. À l'étage, je me suis assise sur le bord de mon lit, laissant le silence s'installer. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le douding d'un téléphone. La curiosité m'a attiré dans le couloir. J'ai jeté un coup d'œil en bas des escaliers, en prenant soin de ne pas être vu. Calista était sur le canapé, tapant furieusement. Son écran s'est allumé avec un aperçu de message, elle rend ça public. Nous devons gérer ça avant que ça ne se propage. Gérer ça. Comme si j'étais un scandale, un désordre à gérer. Je me suis détourné. Il pensait que c'était la fin. Il n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Le soir où je suis monté, la maison retenait son souffle. Le dîner s'était terminé dans un silence inconfortable, et personne n'a parlé pendant que je débarrassais mon assiette et disparaissais dans le couloir. Derrière la porte fermée de ma chambre, je me suis assise sur le bord de mon lit, les genoux rebondissant, les doigts agités comme s'ils tenaient encore les documents que je leur avais montrés, les preuves, la vérité. Ils ne l'avaient pas vu venir, et je n'avais pas imaginé à quel point ça ferait du bien de le dire à voix haute. Mais aussi satisfaisant que ce moment ait été, il n'a pas duré longtemps. La guerre a commencé le lendemain matin. Le premier mouvement de Calista a été en ligne. Je l'ai découvert avant même d'arriver en classe principale. Mon téléphone a vibré avec un message d'une fille de ma classe d'histoire, « Est-ce vrai que ta famille se retourne contre toi ?» Confuse, j'ai ouvert Instagram. Elle était là. Calista, magnifique, posée, assise devant la cheminée de notre famille comme si c'était sa scène personnelle. Une vidéo douce et filtrée avec une musique de piano soulignant sa voix, soigneusement fragile. Ça a été si difficile, a-t-elle commencé, les yeux brillants. Ma famille s'effondre, et des gens disent des choses horribles sur moi, sur ma mère. Tout ce que je peux dire, c'est, s'il vous plaît, soyez gentils, surtout avec ceux qui souffrent. Une publication vague, sans nom, mais chaque mot a atteint sa cible. J'ai regardé les commentaires affluer, tu es si forte. J'envoie des prières, ma belle. Les gens essaient toujours de démolir les femmes bien. #ProtectCalista a commencé à devenir une tendance dans le cercle local en moins d'une heure. À midi, je n'étais plus invisible, mais pas de la manière que j'avais espéré. Les gens chuchotaient quand je passais. Certains me fixaient. Quelques-uns m'évitaient complètement. Je suppose qu'elle cherche encore à attirer l'attention, ai-je entendu une fille marmonner près du distributeur automatique. À la maison, ce n'était que pire. Verina avait envoyé un message dans le groupe de discussion familiale dont je ne faisais même plus partie. J'ai vu une capture d'écran plus tard, transmise par quelqu'un que je n'attendais pas, elle lutte contre une certaine instabilité émotionnelle en ce moment, avait écrit Verina. Nous faisons de notre mieux pour l'aider à traverser cette épreuve, mais elle déforme les choses. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos prières. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas jeter quelque chose à travers la pièce, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Cet après-midi-là, j'ai été rappelé à la clinique, non pas sur rendez-vous, mais parce que le docteur Isa avait quelque chose à me montrer. Elle a fermé la porte de son bureau derrière moi et a posé une feuille de papier sur le bureau. C'était une capture d'écran, un message de Calista à l'un de ses amis. Laisse la morveuse transpirer un peu. Elle mérite de fondre pour une fois. Je l'ai fixée pendant un long moment, sans cligner des yeux. Mon estomac s'est noué. Pas par surprise, mais par la cruauté pure de le voir taper sans même une once de honte. Ceci a été soumis anonymement, a dit le docteur Isa. Cela vient d'un élève de votre école. Nous l'ajoutons au rapport. J'ai finalement levé les yeux. Ce n'est pas seulement une preuve, c'est un mobile. Elle m'a fait un petit signe de tête. Exactement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lampadaires vaciller sur le trottoir, me demandant combien de personnes avaient cru à sa performance. Calista avait toujours été douée pour ça, pour raconter des histoires, pour recueillir la pitié. Elle savait comment pleurer sans abîmer son maquillage, comment moduler sa voix juste assez pour paraître brisée. Et Verina, elle était le cœur d'accompagnement, toujours en harmonie avec le solo de Calista. Mais elles n'étaient pas les seules à pouvoir parler. Le lendemain, j'ai eu une visite inattendue.
En sortant de l'école, je l'ai vu appuyé contre sa camionnette au bord du parking. Eldon Frazé, notre voisin, un shérif adjoint à la retraite, habitait 2 portes plus loin. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Béatatrice, a-t-il appelé. Tu as une minute? J'ai hoché la tête, m'approchant de lui avec prudence. Il a enlevé sa casquette, frottant le bord comme si c'était une habitude nerveuse. Je l'ai vu, a-t-il dit. Ta sœur. Ce jour-là au centre commercial. Je l'ai vu s'éloigner, verrouiller la voiture. J'ai pensé qu'elle avait peut-être oublié quelque chose à l'intérieur ou qu'elle revenait. Mais quand j'ai réalisé qu'elle ne le faisait pas. Il a fait une pause, déglutissant difficilement. Ta mère m'a appelé le lendemain, m'a demandé de ne rien dire, a dit que ça déchirerait la famille. J'ai serré la mâchoire. Alors vous êtes resté silencieux. Il a hoché la tête. Je l'ai fait, et je le regrette. Mais plus maintenant. Il m'a tendu un papier plié, une déclaration, datée, signée. Je l'ai regardé dans les yeux. Merci. De retour à l'école, j'ai fait des copies, sa déclaration, le message texte, tout. Puis je les ai apportés au docteur Isa, plaçant chaque feuille sur son bureau avec un soin délibéré. Elles ont gagné une guerre de mots, ai-je dit. Je la gagnerai avec des preuves. Cette nuit-là, je me suis préparé pour le prochain coup. Et il est venu. Calista a posté une autre vidéo. Celle-ci, plus sombre. Elle était assise dans une pièce sombre, la voix basse. J'ai peur pour ma famille, a-t-elle murmuré. Elle déforme tout, et maintenant des gens nous attaquent. Je ne sais pas ce qui lui arrive. S'il vous plaît, priez juste pour nous. Les commentaires ont explosé. Elle a besoin d'aide. Pauvre fille. Les médias sont brutaux. Les familles ne devraient pas se battre en public. C'est honteux. J'ai éteint mon téléphone. Il y a une différence entre le silence et la reddition, et j'en avais fini de me taire. Le trottoir devant le palais de justice était envahi de flashs d'appareils photo et de questions criées trop vite pour y répondre. J'ai gardé la tête haute, la colonne vertébrale droite. Je n'ai pas ralenti jusqu'à ce que j'entende quelqu'un crier « Le regrettez-vous » Je me suis arrêté, me suis tourné à moitié, et j'ai répondu sans hésitation. Non, mais je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Et c'était tout. Je ne me suis pas attardé pour des applaudissements ou d'autres questions. Je suis allé directement à la voiture qui attendait au bord du trottoir, celle du docteur Isa, et je me suis glissé sur le siège passager. Elle n'a rien dit. Elle a juste démarré le moteur et baissé la radio. Nous avons roulé en silence pendant quelques pâtés de maison. Puis elle a dit, tu as été claire. Courageuse, aussi. Je ne me sentais pas courageuse, ai-je admis, en regardant la ville défiler par la fenêtre. Je me sentais juste à bout. Elle a hoché la tête, puis a ajouté, c'est à ce moment-là que les décisions les plus fortes sont prises. Je ne suis pas retourné à l'école ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai passé l'après-midi au bureau du district à remplir des papiers, demandant officiellement mon émancipation. J'avais rempli les conditions légales minimales. Avec le soutien du docteur Isa, la déclaration d'Eldon Frazé et les preuves, ce n'était pas une affaire difficile à plaider. C'était quand même surréaliste de remettre ces papiers à un employé qui ne me connaissait pas, dont j'oublierais le nom d'ici demain, mais dont la signature sur le formulaire changerait tout. Quand je suis rentré à la maison, c'était presque le crépuscule. La maison avait la même apparence. Banlieusarde, calme, les fenêtres éclairées, la pelouse tondue. Mais elle semblait différente, comme si quelque chose avait bougé sous la surface. Quelque chose de petit mais d'irréversible. À l'intérieur, Verona était assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler sa tablette. Elle a levé les yeux et a forcé un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. J'ai vu le clip, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Tu n'avais pas à dire tout ça. Pas comme ça. J'ai laissé tomber mon sac à dos près des escaliers. Une autre manière aurait-elle fonctionné? Elle a soupiré, remontant ses lunettes sur son nez. Nous aurions pu gérer ça en interne. Tu n'avais pas besoin de nous donner en spectacle. Je me suis retourné lentement pour lui faire face. C'est ça, vos excuses? Pas pour ce qui s'est passé, mais parce que je n'ai pas protégé votre image. Elle s'est alors levée, les lèvres serrées. Béatatrice. Les familles se disputent. Les sœurs sont jalouses. Les émotions sont compliquées.
Mais nous sommes censés nous élever au-dessus de ça, pas l'étaler devant des étrangers. Ce n'était pas une dispute, ai-je lancé. C'était de la maltraitance. Et vous le saviez. Vous l'avez toujours su. Le silence qui a suivi était plus fort que tout ce que nous avions dit. De l'autre côté de la pièce, Calista a émergé du couloir, les cheveux attachés, le visage démaquillé pour une fois. Elle ne t'a pas élevé pour nous ruiner, a-t-elle dit doucement. Mais je suppose que nous avons sous-estimé à quel point tu pouvais être rancunière. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde. Rancunière, ai-je demandé. Tu m'as enfermé dans une voiture. Tu m'as traité de morveuse et tu as dit que je méritais de fondre. Et maintenant tu veux de la sympathie parce que j'ai osé dire la vérité? Sa mâchoire s'est crispée. J'étais en colère. Tu as essayé de me créer des ennuis avec maman, avec Andy, avec tout le monde. Andy t'a largué, ai-je dit d'un ton plat. Parce qu'il a vu clair en toi, tout comme tout le monde commence à le faire. Ses yeux se sont rétrécis. Je te jure, si tu penses que c'est fini. Mais je m'éloignais déjà. Cette nuit-là, le monde a fait la seule chose que je n'attendais pas, il a tourné. Ça a commencé par une fuite. Un compte anonyme a posté une vidéo enregistrée à l'écran des images du stockage en nuage de Calista. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait eu accès à un clip sauvegardé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de partager. Dans la vidéo, elle était assise sur son lit, riant avec son ami sur FaceTime. Elle a essayé de me créer des ennuis pour Andy, a-t-elle dit. Laisse-la cuire. Peut-être que ça lui apprendra. Juste ces quelques secondes, suffisantes pour détruire le récit qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. Les élèves l'ont partagée. Les chaînes d'information locales l'ont reprise. Même les gens qui l'avaient autrefois défendu m'envoyaient maintenant des messages privés, s'excusant, me demandant si j'allais bien. Et pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Verina a essayé de sauver ceux qui restaient. Elle a publié une déclaration, tapée dans l'application Notes, capturée à l'écran et partagée sur son Facebook. En tant que mère, mon cœur est brisé. J'ai essayé de protéger mes 2 filles, mais des erreurs ont été commises. Je demande de l'intimité pendant que nous essayons de guérir. Cela se lisait comme si ça venait d'une agence de relations publiques, pas d'un parent. Le genre d'excuse qui n'était pas pour moi, mais pour sa réputation. Plus tard dans la nuit, elle a frappé à ma porte. Je pensais ce que j'ai dit, m'a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est ce qui rend les choses pires. Calista, de son côté, est devenue silencieuse, a supprimé ses réseaux sociaux, a cessé de répondre aux textos. Elle a disparu de la manière la plus publique possible. Gareth n'a rien dit. Mais un matin, son placard était à moitié vide. Ses bottes avaient disparu. La photo de notre famille sur le mur du couloir, enlevée. Personne ne l'a mentionné. Le docteur Isa m'a mise en contact avec une travailleuse sociale nommée Patricia. Chaleureuse, calme, patiente. Elle a expliqué clairement le processus d'émancipation, sans jugement. Vous avez déjà fait la plus grande partie du travail difficile, a-t-elle dit. Maintenant, nous finissons juste la paperasse. Tout s'est passé vite. Je n'ai rien dit à personne à la maison. Je n'en avais pas besoin. Il le sentirait bien assez tôt. Le matin de l'audience au tribunal, je me suis réveillé tôt, j'ai fait un petit sac, et je suis passé devant la cuisine sans dire au revoir. Verona a levé les yeux de son café. Calista n'a même pas levé la tête. C'était comme des funérailles pour une version de moi qu'ils avaient construite, puis blâmée. Devant le palais de justice, les journalistes étaient déjà rassemblés. Je n'ai pas scié cette fois. J'ai marché droit à travers eux, Patricia à mes côtés, et quand quelqu'un a crié « Le regrettez-vous ?», je leur ai donné la seule réponse qui ait jamais compté. Non, mais je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Et c'était la vérité. Pas polie, pas jolie, juste la mienne. Les mots que je venais de prononcer résonnaient encore dans mes oreilles alors que je descendais les marches du palais de justice. Non, mais je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Il ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait à de l'oxygène, comme la première bouffée d'air pur après avoir été sous l'eau bien trop longtemps. Le docteur Isa attendait près du trottoir, sa posture stable et calme. Je suis monté sur la banquette arrière de sa voiture sans parler, et elle s'est éloignée en silence.
Ce n'est qu'après avoir tourné quelques coins qu'elle m'a regardé dans le rétroviseur. « Ça va » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. Elle n'a pas insisté. Nous nous sommes rendus directement à la salle d'audience où se tenait le procès. Pas de retard, pas de temps pour la réflexion. Toute la matinée avait été structurée de manière serrée. La sécurité attendait aux portes, et bien que la salle d'audience soit à moitié vide, elle semblait plus pleine que je ne pouvais le supporter. Calista était assise en face de moi, ne croisant pas tout à fait mon regard. Son avocat brassait des papiers, lui murmurait des choses à l'oreille qu'elle ne semblait pas entendre. Verona était assise derrière elle, les lèvres si serrées qu'elles avaient presque disparu. Gareth n'est pas venu. Cela ne m'a pas surprise. Le procès lui-même a été calme. Pas de théâtralité, juste des preuves et des déclarations. Je suis passé la première. Ma voix n'a pas tremblé. Même si mes paumes étaient moites, j'ai raconté l'histoire du début à la fin, exactement comme je l'avais fait pour les rapports. Je n'ai pas ajouté de drame. Je n'en avais pas besoin. Ensuite sont venus le docteur Isa, puis Elden Frazé. Ces mots étaient calmes mais directs, confirmant ce que tout le monde soupçonnait déjà mais avait besoin que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'objectif, dise à voix haute. Puis sont venues les pièces à conviction. Les images, la capture d'écran, le clip vidéo. Calista, jamais destinée à être vue. Elle a essayé de me créer des ennuis pour Andy. Laisse-la cuire. Peut-être que ça lui apprendra. La cour s'est tue après cela. Quand le juge a lu le verdict, Calista n'a pas bougé, n'a pas scié, a juste regardé droit devant elle comme si les mots ne la concernaient pas. Son avocat a posé une main sur son épaule quand ce fut terminé, mais elle n'a pas réagi. Coupable. Mise en danger. Intention de nuire à un mineur. 7 ans. Ce n'était pas une peine sévère, mais c'était une peine. Et pour Calista, ce n'était pas la salle d'audience qui la punissait vraiment. C'était la couverture médiatique. Le lendemain matin, le titre était en gras sur tous les sites d'information locaux, la fille parfaite condamnée, la violence familiale révélée au tribunal de Temecula. Ses anciens camarades de classe l'ont repartagé avec des légendes allant de l'incrédulité sarcastique à la rage pure et simple. Quelques filles qu'elle appelait autrefois des cas sociaux applaudissaient maintenant sa chute. Verina a essayé de sauver la face, comme toujours. Elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, mal déguisée en message sincère. Ma famille traverse une période inimaginable. Je demande à chacun de faire preuve de compassion pendant que nous guérissons. S'il vous plaît, ne dirigez pas de haine contre ma fille. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. La compassion. Elle voulait de la compassion. Mais quand j'avais supplié pour avoir une voix, elle m'avait traité de comédienne. Et Gareth ? Il n'a pas publié de déclaration du tout. Il n'est même pas rentré à la maison. Quand je suis entré un jour plus tard pour récupérer le reste de mes affaires, ses bottes avaient disparu. Les crochets près de la porte, vides. Son placard, à moitié vidé. J'ai monté lentement les escaliers, pièce par pièce, rassemblant le peu qui m'appartenait. La plupart n'étaient que des vêtements et quelques vieux livres. Je n'ai pas emballé de photos. Je ne voulais pas de ce poids. Alors que je sortais dans le couloir, quelque chose d'étrange s'est produit. La grande photo de famille qui était accrochée au-dessus des escaliers et Calista dans sa toge de diplômée, Verona et Gareth rayonnant, moi sur le côté est tombée. Elle n'a pas glissé. Elle est tombée nette. Le verre s'est brisé sur le carrelage en dessous. Verona l'a entendu. Elle est sortie en courant de la cuisine, surprise. Que s'est-il passé ? J'ai fixé le cadre. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas ramassé. Je n'ai même pas scié. Béatatrice, a-t-elle dit. Je n'ai toujours rien dit. J'ai juste enjambé les éclats de verre et je suis passé devant elle. Elle ne m'a pas suivi. Dehors, l'air était vif, du genre qui pique un peu les poumons de la meilleure des manières. Une voiture s'est arrêtée. C'était Patricia, ma travailleuse sociale. Elle a souri doucement et a ouvert la portière passager. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes rendus directement à la conférence de presse organisée par le Centre de défense local. Je n'avais pas voulu parler au début, mais quand ils m'ont offert la tribune, après tout, je savais que je devais le faire. Je me suis tenu au podium, les flashs crépitants, le bourdonnement des microphones m'entourant.
Mon nom est Béatatrice Crawford, ai-je commencé. Et pendant des années, j'ai été silencieuse. Non pas parce que je ne savais pas parler, mais parce que chaque fois que j'essayais, on m'apprenait à ne pas le faire. J'ai fait une pause. Mais la vérité n'attend pas la permission. Elle se construit, et un jour, elle devient trop forte pour être ignorée. J'ai regardé la foule. Certains hochaient la tête, certains avaient les larmes aux yeux, certains écoutaient simplement. La vérité ne peut pas être embellie. Elle est laide, mais elle est libre. Et elle est mienne. Je me suis éloigné du micro, sans attendre les questions. Plus tard cet après-midi-là, je suis monté dans le bus pour quitter la ville. Aller simple, sans retour. Une bourse m'attendait dans un petit collège communautaire 2 villes plus loin. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. J'ai choisi un siège près de la fenêtre, à l'arrière. À l'arrêt suivant, une femme d'une 60aine d'années s'est assise à côté de moi. Blazer soigné, yeux chaleureux. Elle m'a étudié un moment, puis a demandé doucement, « Vous êtes la fille de l'histoire, n'est-ce pas ?» J'ai regardé la femme à côté de moi dans le bus. Elle avait des yeux bienveillants, du genre qui n'était pas indiscret, juste curieux. Sa question est restée suspendue dans l'air entre nous. « Vous êtes la fille de l'histoire, n'est-ce pas ?» J'ai souri doucement, j'ai tiré mon sac à dos sur mes genoux, et j'ai dit, « Plus maintenant. » Nous n'avons plus parlé pendant le reste du trajet. Elle regardait par la fenêtre. Je regardais le dos du siège devant moi. D'une certaine manière, le silence semblait être la bonne réponse à tous ces derniers temps. Quand nous sommes arrivés à la gare suivante, je l'ai remercié poliment et je suis descendu. Le ciel était meurtri par les premières lueurs du coucher de soleil, et l'air portait l'odeur de quelque chose qui cuisait dans une boulangerie voisine. C'était ma première semaine complète dans la nouvelle ville. Le logement de transition était niché derrière un centre communautaire, pas glamour, mais sûr. Chaque personne avait une chambre de la taille d'un dortoir universitaire, une cuisine partagée et l'accès à des travailleurs sociaux. La mienne, Tania, avait été gentille. Pas trop enjouée, pas froide, juste stable. Le genre de stabilité que je n'avais pas eu depuis des années. J'ai laissé tomber mon sac sur le lit jumeau et je suis allé directement au bureau. Il y avait un formulaire que je n'avais pas encore signé, non pas que je ne le veuille pas, mais parce que je devais en être sûr, le changement de nom légal. Il était imprimé clairement en haut, pétition pour changer de nom pour usage légal adulte. Dans le champ vide, j'avais écrit, Béatatrice Isa. Je l'ai regardé, le stylo en suspens. Puis, d'un mouvement fluide, j'ai signé. Béatatrice Isa. Pas Crawford. Pas un nom lié à des cris derrière des portes verrouillées et un silence forcé. Isa, comme le docteur Isa, la première adulte qui m'a regardé droit dans les yeux et m'a cru sans me faire d'abord prouver mes dires. Le lendemain, j'ai commencé ma formation de bénévole au refuge pour jeunes. Ce n'était pas glamour non plus. Principalement classer des notes d'admission, observer des séances de conseil, aider à organiser les banques alimentaires. Mais cela semblait réel, plus réel que tout ce que j'avais fait auparavant. Un après-midi, une fille nommée May s'est assise en face de moi, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle venait de s'enfuir d'un foyer d'accueil. Je lui ai offert une brique de jus, qu'elle n'a pas prise. Ils disent que je suis le problème, a-t-elle dit. Partout où je vais. Je n'ai pas offert de platitude. Je ne lui ai pas dit que ça irait mieux. J'ai juste dit, c'est ce qu'il me disait aussi. Ses yeux se sont levés. Elle n'a pas souri, mais elle n'a pas non plus détourné le regard. 2 semaines plus tard, je me suis inscrite à un cours certifiant pour les soins tenant compte des traumatismes. Les cours avaient lieu le soir, alors j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une librairie locale le matin, à classer les titres par ordre alphabétique, à écouter les gens débattre de la fiction contre la non-fiction. C'était simple, calme, à moi. Je passais mes nuits à écrire dans mon journal. Et une nuit, sans vraiment le vouloir, j'ai écrit quelque chose de plus long, de plus cohérent, une histoire en fait, sur une fille derrière une vitre. Observant, attendant, survivant. Je l'ai appelée, la fille derrière la vitre. Je l'ai soumise anonymement à un blog qui publiait des essais à la première personne de survivants de traumatisme. Elle est devenue virale en 4 jours. Des enseignants ont pris contact. Des parents, des travailleurs sociaux, des inconnus ont envoyé des messages au site pour dire qu'ils l'avaient lu à leurs enfants. D'autres ont demandé à la partager dans les salles de classe. J'ai regardé le nombre de vues augmenter jusqu'à ce que les chiffres se confondent.
Et puis quelqu'un a compris. Ils n'ont pas posté mon nom publiquement, mais ils m'ont envoyé un message, je sais que c'est toi. Merci. J'en avais besoin plus que je ne peux l'expliquer. Et pour une fois, je n'ai pas paniqué d'être vu. Quelques mois plus tard, une lettre est arrivée au refuge. Pas d'adresse de retour. L'écriture était nette, familière. C'était de Calista. Seulement 3 lignes. Tu as tout pris. Mais peut-être que je ne l'ai jamais eu pour commencer. Maman s'en est assurée. Il n'y avait pas d'excuse, juste de la douleur. Mais c'était honnête. Et d'une certaine manière, c'était plus important. Cela n'excusait rien, mais cela rendait l'image plus complète. Pour la première fois, je ne la voyais pas comme le monstre de mon histoire. Elle était une tempête que j'avais dû survivre, oui, mais quelqu'un lui avait d'abord tendu le tonnerre. Quelqu'un qui la louait quand elle mentait et l'ignorait quand elle avait besoin d'aide. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais pas besoin. Ce week-end-là, je suis allé à l'océan. La plage n'était pas bondée, juste quelques familles, un couple avec un cerf-volant. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai laissé mes pieds s'enfoncer dans le sable. La brise piquait légèrement mes bras, encore marqués par la chaleur de ce jour-là. La peau était plus dure maintenant, sensible au changement de température, mais plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai fermé les yeux, laissant le vent traverser mes cheveux. Le passé ne peut pas être réécrit, mais je peux écrire la suite. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit la dernière entrée. La vérité a failli me tuer, mais c'est aussi la seule chose qui m'ait jamais libéré. Puis j'ai fermé la couverture. Pas de fioritures, pas de drame, juste la certitude tranquille que ce chapitre, cette vie, était enfin à moi de la raconter. Parfois, les personnes censées nous protéger sont celles qui nous apprennent à survivre sans elles. L'histoire de Béatatrice n'est pas seulement une question de vengeance. C'est la reconquête d'une voix qui a été ensevelie sous des années de silence. C'est sur la façon dont la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut être le premier pas vers la guérison. Et c'est peut-être une question qui vaut la peine d'être posée, combien d'entre nous attendent encore que quelqu'un nous croie? Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour d'autres histoires puissantes et réelles qui explorent en profondeur le cœur de la famille, de la trahison et de la résilience. Qu'auriez-vous fait à la place de Béatatrice? Discutons dans les commentaires.